Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant un missile balistique fendant le ciel du Moyen-Orient avec le visage du Premier ministre espagnol peint sur son flanc. Oui, c'est une image assez frappante. Absolument. Ce n'est pas un extrait de roman de politique fiction, hein, c'est la réalité clinique de la guerre de l'information en ce début d'année 2026. L'heure est à l'examen rigoureux des faits qui façonnent notre monde. Tout à fait. Notre bulletin d'aujourd'hui s'articulera autour d'une approche très calme, factuelle et strictement professionnelle des événements récents. Aucune dramatisation n'a sa place ici, seule compte la présentation neutre de la situation géopolitique actuelle. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette exploration en profondeur est sponsorisée par ProWave AI et qu'elle est générée par Stylo News, l'application d'information propulsée par l'intelligence artificielle. Oui, il est crucial d'établir d'emblée ce qu'est cet outil. Stylo News, c'est la déclinaison grand public du logiciel Stylo IntelOps, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Stylo IntelOps, c'est un système de niveau militaire et gouvernemental qui est déployé pour les opérations d'entreprises de très haute sécurité. D'accord. Et donc, son accessibilité via Stylo News offre désormais à notre audience un instrument d'aide à la décision d'une envergure mondiale. C'est un outil capable de traiter des centaines de flux de données brutes en temps réel. C'est fascinant d'avoir accès à ça. Bon, le cadre formel de notre dossier d'aujourd'hui est le suivant. Le titre de l'analyse, c'est « Le cessez-le-feu à Gaza sous pression ». Le Hamas rejette le désarmement. La région concernée, évidemment, c'est le Moyen-Orient et plus spécifiquement Gaza. Voilà. Et nous sommes le 8 avril 2026. La mission de cette édition, c'est de déchiffrer les schémas d'événements des 2 dernières semaines. Il s'agit de partir de l'impact local à Gaza pour remonter minutieusement jusqu'aux répercussions internationales. Absolument. L'objectif, c'est d'identifier les décideurs clés, de comprendre la mécanique de leur perspective, d'évaluer le sentiment public et, in fine, de projeter les trajectoires futures. Alors, commençons par l'épicentre tactique, le point de blocage central entre le désarmement et le retrait. Le cessez-le-feu qui avait été instauré en octobre 2025 montre des signes évidents de rupture, initiés par l'échec très récent des négociations au Caire. Oui, et la mécanique de cette rupture, elle réside dans le plan de paix sur 8 mois qui a été élaboré par le Board of Peace américain sous la direction de Nikolai Mladenov. Ce fameux plan Mladenov. C'est ça. Ce document, en fait, il ne réclame pas simplement un arrêt des hostilités. Il exige une restructuration totale de la gouvernance locale. C'est-à-dire que Le plan impose une reddition échelonnée de l'arsenal militaire de toutes les factions. Il demande aussi la destruction cartographiée et systématique du réseau de tunnels. ça fait beaucoup d'exigences préalables. Et ce n'est pas tout. Il prévoit le déploiement d'une force de sécurité internationale de transition et le transfert du pouvoir administratif à un groupe de technocrates palestiniens apolitiques. Donc si je comprends bien, c'est une véritable tentative d'ingénierie étatique visant à pacifier la zone, principalement pour autoriser l'afflux des fonds de reconstruction internationaux. C'est exactement l'idée derrière ce plan, oui. Imaginez que le Hamas accepterait de rendre les armes sur la base d'un simple calendrier diplomatique. C'est la grande question. Je veux dire, historiquement, c'est l'équivalent de demander à une force d'insurrection de se dissoudre volontairement pendant que le conflit fait encore rage. Et d'ailleurs, les rapports de Reuters confirment ce rejet catégorique. Absolument. La délégation a purement et simplement quitté les pourparlers du Caire. Voilà. En fait, le calcul diplomatique américain pariait sur la pression économique et sur l'épuisement de la population civile pour forcer la main des dirigeants. Mais ça n'a pas fonctionné. Non, parce que l'analyse des déclarations internes montre que pour le groupe, cet arsenal, ce n'est pas juste un outil d'agression, c'est le cœur même de leur architecture de survie. Et leur seul levier de dissuasion, finalement. C'est ça. La condition préalable posée par le Hamas est totalement inflexible. Ils exigent un retrait total des troupes israéliennes de l'enclave palestinienne avant la moindre discussion sur l'armement. Parce que sans capacité de projection de force, j'imagine qu'ils estiment que leur existence politique dans le Gaza d'après-guerre serait effacée. Instantanément effacée, oui. Soit par des factions rivales, soit par les forces internationales elles-mêmes. D'accord. Mais du côté israélien, la symétrie des exigences rend le dialogue mathématiquement impossible, non? Complètement. La doctrine portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et par le ministre de la Défense Israël Katz repose sur un postulat tout aussi exclusif. Lequel?
aucune force militaire ne sera retirée sans une démilitarisation totale, vérifiable et surtout préalable du territoire. Donc, en attendant que l'un des deux camps cède, la pression militaire, la pression sciatique, elle, est maintenue. Oui, les forces israéliennes poursuivent des frappes ciblées. On le voit notamment dans le nord de Gaza et dans des camps d'infrastructures très denses comme Nuseirat. Et la justification officielle pour ces frappes continues pendant les négociations. Elle repose sur la nécessité absolue de neutraliser les tentatives de réarmement clandestin qui ont été observées durant la trêve. C'est ce qu'on appelle tondre le gazon dans le jargon militaire, c'est bien ça? C'est un point fondamental, oui. Cette expression militaire signifie qu'il faut régulièrement détruire les capacités opérationnelles naissantes avant qu'elles n'atteignent une masse critique. D'accord. Et les opérations en Cisjordanie suivent exactement la même logique préemptive, ce qui, paradoxalement, fragilise encore davantage l'autorité palestinienne. Autorité qui est pourtant censée, selon les plans occidentaux, reprendre le contrôle administratif à terme. C'est tout le paradoxe de la situation. Alors, si on doit résumer la dynamique de ce blocage pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme le concept de destruction mutuelle assurée de la guerre froide, Mais appliqué à l'échelle microscopique d'une guérilla urbaine. exactement, c'est une impasse mexicaine classique. La seule garantie de survie perçue par chaque camp, c'est de maintenir son arme chargée sur la tempe de l'autre. Baisser la garde en premier, ce n'est pas perçu comme un geste de paix. Non, c'est perçu comme un suicide stratégique irréversible. Et si cette impasse locale est terrifiante en soi, elle soulève une question immédiate. Comment une crise sur une petite bande de terre parvient-elle à paralyser des infrastructures à des milliers de kilomètres de là? La réponse se trouve dans l'architecture même des alliances régionales. L'impasse de Gaza n'est plus un événement isolé. C'est désormais le catalyseur d'une guerre de l'ombre. Une guerre de l'ombre qui est devenue un conflit assez ouvert, hein? Absolument. Un conflit ouvert entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et le point de bascule de cette escalade régionale remonte à fin février 2026. Ah oui, avec l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei par des frappes de la coalition. Exactement. Depuis cet événement majeur, l'Iran a activé l'intégralité de son réseau de forces mandataires. Et la cartographie de cette escalade redessine vraiment les frontières du risque. Commençons par le Liban, si vous le voulez bien. Les rapports mentionnent des frappes israéliennes massives. Oui, l'état-major israélien a ordonné la destruction des infrastructures de la milice chiite. On parle de plus de 3500 cibles anéanties. Et les rapports soulignent d'ailleurs un point logistique majeur concernant ces frappes, la destruction des ponts sur le fleuve Litani. Pourquoi viser spécifiquement ces infrastructures civiles? Eh bien, il s'agit d'une manœuvre classique de compartimentation du champ de bataille. En détruisant les franchissements du Litani, Israël crée physiquement une zone tampon de sécurité au sud du Liban. Pour bloquer les routes, donc. Voilà. Cela paralyse la chaîne d'approvisionnement logistique du Hezbollah et ça empêche concrètement le transport de lance-missiles lourds vers la frontière israélienne. C'est donc une tentative de repousser la menace en modifiant la géographie même de la région. Mais l'onde de choc logistique ne s'arrête pas au Levant. Non, pas du tout. En regardant vers le sud, vers le Yémen et la mer Rouge, on voit que la faction des Houthis a largement élargi son spectre de cibles. Ils ont lancé des missiles balistiques vers le sud d'Israël, oui, déclenchant les alertes jusqu'à Beersheba. Mais l'impact le plus dévastateur pour notre audience internationale, c'est l'impact économique. La menace permanente qui pèse sur le détroit de Bab al-Mandab. Ce détroit est un goulot d'étranglement vital. Oui, une proportion massive de l'énergie et du fret mondial y transite. Et en forçant les porte-containers à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, une simple milice locale parvient à faire exploser les primes d'assurance maritime. Et par conséquent, à alimenter directement l'inflation sur le continent européen. C'est systémique. C'est fou. Et le réseau d'escalade s'étend encore, je crois, jusqu'en Irak. Oui. En Irak, le niveau d'alerte a atteint un seuil tout à fait critique. Les notes de renseignement de l'ambassade américaine à Bagdad préviennent de menaces imminentes. De quel ordre de délai parle-t-on? Très court. Et ces menaces ciblent spécifiquement les installations diplomatiques et les bases militaires occidentales, comme le vaste complexe de Victory Base ou l'aéroport d'Erbil. Erbil, qui sert de hub logistique pour les forces de la coalition au Kurdistan irakien, c'est bien ça? Exactement. Ce qui nous ramène à l'image d'ouverture de notre analyse. Mais le fameux missile. L'utilisation d'un missile portant l'effigie du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ce n'est pas qu'une simple provocation visuelle. Non, c'est une démonstration fascinante de la mécanique de la guerre asymétrique contemporaine. L'objectif explicite de l'Iran était de le remercier pour ses prises de position critiques à l'égard de la coalition israélo-américaine. Tout à fait. Mais comment cette arme psychologique fonctionne-t-elle concrètement sur l'échiquier européen? Quel est le but recherché? En fait, la doctrine militaire iranienne excelle dans l'exploitation des failles de l'adversaire.
En personnalisant un tir de missile avec le visage d'un dirigeant de l'OTAN, l'Iran cherche tout simplement à fragmenter le consensus occidental. En amplifiant les clivages politiques internes. Voilà, la manœuvre envoie un message très clair aux opinions publiques européennes. Votre sécurité dépend de votre distanciation vis-à-vis de la politique de Washington. C'est une stratégie de dissuasion par la division sociétale, en somme. Et cette division, elle est instantanément quantifiable. Oui, grâce à l'analyse des données. Absolument. L'agrégation des données issues des réseaux sociaux, par Stylo News notamment, l'analyse des mots dièses sur le réseau X, révèle une cartographie précise de la polarisation mondiale. Et que disent ces données, globalement? Eh bien, d'un côté de l'algorithme, on observe une consolidation très forte de l'adhésion idéologique aux actions de l'axe de la résistance. D'accord. Et de l'autre, on détecte une angoisse structurelle palpable dans les monarchies du Golfe. Elles sont terrifiées par la vulnérabilité de leurs terminaux pétroliers face à des éventuelles frappes de drones. Ce qui est compréhensible. Et simultanément, les populations des capitales occidentales génèrent un volume massif de données appelant à une désescalade inconditionnelle. Par peur d'être entraîné dans un conflit mondial par le jeu des alliances. C'est ça. Il faut cependant noter, et c'est important de le préciser, que la stratégie globale de Téhéran reste hautement calibrée, malgré cette rhétorique très agressive. Ils ne cherchent pas l'affrontement direct. Non. L'analyse comportementale de leur déploiement démontre une préférence très claire pour la gestion de crise par procuration. Ils utilisent le Hezbollah, les Houthis et les milices irakiennes pour saturer les défenses adverses. Tout en maintenant ce qu'on appelle un seuil de déniabilité plausible. Exactement. L'objectif de l'Iran n'est certainement pas de déclencher une confrontation conventionnelle massive, uniquement pour sauver le Hamas à Gaza. Leur but ultime est ailleurs. Leur but est de préserver leur infrastructure nucléaire domestique et bien sûr la survie de leur propre régime, tout en saignant les ressources américaines par des micro-conflits périphériques. D'accord. Mais si l'escalade militaire suit cette logique froide et calculée, ces dommages collatéraux, eux, forcent les institutions internationales à naviguer sur un terrain littéralement et politiquement miné. Oui, la crise humanitaire est sans précédent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs formalisé cette crainte tout récemment. Que disent ces rapports ? Ces rapports comparent directement la trajectoire du Liban à celle de l'enclave palestinienne. Il évoque le risque immense de création d'un nouveau Gaza. Un nouveau Gaza au Liban, donc ? Oui, caractérisé par des déplacements de population massifs, dépassant déjà le million de civils au sud Liban, et par une oblitération totale des infrastructures vitales. Et la gestion de cette crise humanitaire révèle de fait l'effondrement des paradigmes d'intervention classiques. Les organisations non gouvernementales sont confrontées à une impossibilité structurelle sur le terrain. Le dossier de Médecins sans frontières est à cet égard très révélateur. L'institution fait face à une crise interne assez majeure. Oui, ils sont ébranlés par des lanceurs d'alerte en interne qui dénoncent une partialité institutionnelle et même des accusations d'antisémitisme. C'est ce qui illustre la difficulté extrême d'opérer dans cette zone. Mécaniquement, comment maintient-on la neutralité médicale, qui est, rappelons-le, le pilier des conventions de Genève, dans un hôpital urbain où des combattants en civil se fondent parmi les blessés ? C'est la quadrature du cercle. Exactement. La présence de factions armées dans les zones de soins détruit la frontière entre le sanctuaire humanitaire et la cible militaire légitime. Ce qui rend la sécurité du personnel international virtuellement impossible à garantir. Tout en pulvérisant la perception de neutralité de l'organisation vue de l'extérieur. Et la complexité de ce théâtre d'opération va d'ailleurs franchir un nouveau cap avec l'introduction de variables totalement inattendues dans les semaines à venir. Lesquelles ? Les données récentes de Stylo News confirment deux développements majeurs. D'une part, il y a le vote approbateur du gouvernement de Pristina. Pour le déploiement de troupes du Kosovo à Gaza ? Oui, ces unités kosovares seraient intégrées à une force de stabilisation internationale, très vraisemblablement sous la tutelle diplomatique de Washington. Attendez, cette décision mérite qu'on s'y arrête un instant. Pourquoi le Kosovo ? Quel est l'intérêt stratégique d'une nation balkanique dans cette équation du Moyen-Orient ? L'intérêt de Pristina est avant tout diplomatique. En participant à une force soutenue par les États-Unis, le Kosovo démontre sa valeur en tant que partenaire de sécurité fiable. Sur la scène internationale ? Voilà. Ce qui consolide mécaniquement son statut étatique face à la Serbie. C'est un jeu géopolitique à longue portée. Et comment l'état-major israélien perçoit-il l'arrivée de troupes d'un pays à majorité musulmane, mais résolument pro-occidentale ? Eh bien, pour Israël, comme pour les États-Unis d'ailleurs, déployer des troupes issues d'une nation à majorité musulmane offre une légitimité symbolique cruciale. C'est beaucoup plus acceptable politiquement. Oui, c'est une tentative de trouver une force tierce
pour encadrer la distribution de l'aide, sans que cela ne ressemble à une armée d'occupation purement occidentale, tout en s'assurant que ces unités répondent aux standards opérationnels de l'OTAN. Je vois. Très habile. Et la seconde variable extérieure dont vous parliez? Elle relève de la diplomatie citoyenne militante. Les rapports maritimes indiquent le départ imminent de la flottille nommée Global Sumud. Depuis le port de Barcelone, c'est prévu pour le 12 avril 2026, n'est-ce pas? C'est ça. Et son mandat public est très clair, naviguer directement vers les eaux gazaouis pour briser le blocus naval israélien et livrer de l'aide humanitaire. C'est un défi ouvert à la marine israélienne. Ce type d'initiative rappelle inévitablement l'incident du navire Mavi Marmara en 2010. Oui, et les implications d'une telle expédition sont extrêmement volatiles aujourd'hui. J'imagine que les règles d'engagement maritime face à des navires civils transportant des activistes internationaux sont parmi les plus complexes à gérer pour une force navale militaire. Absolument. La moindre erreur d'appréciation peut déclencher une crise diplomatique majeure. Alors, si ces nouvelles variables rendent la zone d'opération encore plus instable, cela soulève une question urgente pour l'avenir. À qui profite réellement le maintien du statu quo dans les semaines à venir? Si l'on rassemble les données satellitaires et les déclarations tactiques, l'analyse des incitations indique que le Hamas est le principal bénéficiaire de la paralysie actuelle. Leur stratégie la plus probable serait donc la temporisation. Oui. Ils ont parfaitement intégré que l'appareil diplomatique et militaire américain est actuellement saturé par la gestion de l'escalade avec l'Iran. Et cette dispersion de la tension occidentale leur offre l'espace nécessaire pour consolider leur emprise résiduelle sur place. Exactement. Et pour Israël, quelles sont les trajectoires d'action probables? Les données pointent vers une systématisation des actions préemptives. L'inaction n'est tout simplement pas une option dans leur doctrine. Au nord, face au Liban, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie la destruction méthodique de toute capacité de lancement du Hezbollah pour figer définitivement cette zone tampon. Et à l'intérieur de Gaza? Cela se traduit par le maintien absolu du contrôle des corridors sécuritaires et la continuation des assassinats ciblés de commandants. Pour empêcher la reconstitution d'une chaîne de commandement. Voilà, et ce, en dépit de tous les ultimatums internationaux. En parallèle de tout ça, il faut aussi observer l'architecture diplomatique. Le plan américain étant bloqué, on voit d'autres acteurs tenter de combler le vide. Oui, la diplomatie turque est particulièrement active en ce moment. Les rapports confirment des réunions assez discrètes à Istanbul, entre le chef du renseignement turc, Ibrahim Kalin, et les instances dirigeantes du Hamas en exil. L'Indonésie tente également d'articuler une offre de médiation sous condition. En fait, l'objectif de ces puissances régionales est de monopoliser le canal de communication concernant la future architecture de reconstruction. Ils anticipent l'épuisement des belligérants. C'est tout à fait ça. Alors dans ce maillage très complexe, quels sont les indicateurs d'alerte immédiats que ceux qui nous écoutent doivent scruter dans les prochains jours? Il y a 3 points chauds imminents. Premièrement, la communication officielle du Hamas concernant le plan de démilitarisation. Elle est anticipée dans les jours suivant les célébrations de l'Aïd. D'accord, à surveiller de très près. Deuxièmement, le suivi télémétrique de la flottille Global Sumud à l'approche de la zone d'exclusion maritime à la mi-avril. Oui, un incident lors de l'arraisonnement pourrait déclencher une véritable onde de choc diplomatique, surtout en Europe. Absolument. Et troisièmement, le niveau de sécurité des bases de la coalition en Irak. Parce qu'une frappe réussie causant des pertes américaines à Erbil ou à Bagdad forcerait une riposte conventionnelle majeure de Washington. Et cela transformerait instantanément la guerre par procuration en un conflit frontal. La synthèse factuelle démontre donc que le théâtre de Gaza est aujourd'hui verrouillé par des exigences structurellement incompatibles. Oui, la démilitarisation sans retrait s'oppose frontalement au retrait sans démilitarisation. Conséquemment, le centre de gravité de la crise s'est déporté. L'enclave n'est plus qu'un front secondaire au sein d'une guerre d'usure régionale. Une guerre dictée par l'affrontement stratégique entre Téhéran et l'alliance occidentalo-israélienne. Bon, ce qui est vraiment fascinant quand on décortique ces rapports ensemble, et c'est là que l'analyse minutieuse prend tout son sens, c'est la quantité vertigineuse de données brutes qu'il faut filtrer. Il y a énormément de bruit de fond, de signaux faibles à capter pour comprendre la mécanique des événements. Et c'est exactement la fonction première de Stylo News, l'outil dont nous parlions au début. La promesse de cette plateforme, au fond, c'est de mettre la capacité de synthèse des services de renseignement à la disposition de n'importe quel utilisateur civil. Oui. Accessible sur téléphone mobile ou ordinateur, l'application ne se limite vraiment pas à agréger des articles de presse basiques.
La différenciation technologique de Stylo News, elle réside dans son moteur d'analyse sémantique. C'est ça. L'intelligence artificielle traite en temps continu des centaines de sources institutionnelles dans plus de 20 langues, tout en ingérant le flux mondial du réseau X. Donc l'algorithme croise la rhétorique officielle avec les fluctuations du sentiment public pour modéliser les scénarios de risque. Et ça permet d'offrir des notes de synthèse au format briefing de sécurité d'une clarté redoutable. Eh bien, pour quiconque souhaite naviguer dans la complexité géopolitique avec ce niveau de granularité, il est fortement recommandé d'explorer la plateforme sur le site www.stylonews.com. L'adoption de ce type d'outils propulsé par l'IA marque une rupture fondamentale dans la façon dont l'information stratégique peut être consommée. L'accès à des rapports sur mesure et instantanés constitue un avantage analytique inestimable aujourd'hui. Surtout face à l'accélération continue de l'actualité internationale. Bon, eh bien, je vais abandonner un peu ce ton très sérieux de présentatrice pour un moment. Un immense merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui pour cette plongée au cœur des rouages de l'actualité mondiale. Oui, un grand merci. C'est toujours un privilège de pouvoir disséquer ces dynamiques pour une audience aussi exigeante. Absolument. Et n'oubliez pas, les suggestions de thèmes pour de futures analyses sont toujours étudiées avec grande attention. Il vous suffit de suivre les comptes officiels de Stylo News sur vos plateformes sociales favorites pour participer à ces échanges. Et pour conclure l'analyse d'aujourd'hui, je crois qu'une réflexion systémique s'impose. Une réflexion qui dépasse le simple cadre de nos sources du jour. Je vous écoute. L'étude de ces 2 dernières semaines démontre comment l'hyperconnectivité contemporaine permet à une simple guérilla urbaine de déclencher le blocage des routes maritimes mondiales de l'énergie. Oui, et permet à des milices régionales d'utiliser les algorithmes pour influencer des élections sur d'autres continents. C'est fou quand on y pense. C'est ça le point crucial. Si les frontières d'un conflit local n'ont plus aucune matérialité physique, est-ce que la notion même de guerre locale existe encore réellement au XXIe siècle ? C'est une excellente question. Une redéfinition totale de la géographie du danger qui mérite d'être longuement méditée par chacun d'entre nous. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour un nouveau dossier.